Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose de partir aujourd'hui et la semaine prochaine à la découverte d'un pays fascinant et qui est d'ailleurs de plus en plus sous le feu des projecteurs. Il s'agit de la Mongolie. Comme souvent, le bouddhisme ne s'est pas imposé dans ce pays aux dépens des anciennes traditions spirituelles, mais il s'est superposé à elles. Le tangrisme et le chamanisme en particulier sont d'ailleurs aujourd'hui encore très vivants. Quelle est alors l'histoire de ce pays? Qu'en est-il plus précisément de sa rencontre avec le bouddhisme? De quelle manière se développe-t-il au fil des siècles? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité, Éric Vincent. Bonjour Éric. Bonjour Aurélie. C'est un habitué de l'émission, mais je vais vous présenter à nouveau. Vous êtes docteur en philosophie politique, enseignant à l'Université catholique de Lille en anthropologie des religions et psychologie de la religion. Et vous dirigez également l'Institut d'études bouddhiques. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, c'est complexe comme question, mais on va essayer d'y répondre. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce vaste pays qu'est la Mongolie? Alors d'abord, c'est un pays donc de l'Asie du Nord-Est, donc qui est aux confins de la Chine et de la Russie, de la Sibérie plus exactement. C'est un pays qui est l'un des plus éloignés de toutes les mers, de tous les océans. Hein, donc c'est un pays vraiment terrien, si on peut dire, et donc caractérisé par les grandes steppes et les célèbres paysages qu'on lui connaît, des paysages vraiment magnifiques. Avec parfois de hautes montagnes aussi dans certaines parties, des déserts, le désert de Gobi en particulier, des forêts, des lacs. Donc un pays à l'environnement naturel très préservé et avec une histoire aussi assez fascinante. Oui, fascinante et complexe. Complexe. Alors on va essayer de démêler un petit peu tout cela. Et avant de parler du bouddhisme tibétain, j'aimerais qu'on évoque les traditions spirituelles qui étaient présentes avant, le fond culturel antérieur, et je pense notamment au tangrisme. De quoi s'agit-il? Alors en fait, vous avez raison de souligner la complexité des traditions locales et des religions locales, de la culture mongole qui est en fait métisse. Hein, on est dans une région de passage. C'est la terre des steppes, comme je disais, est donc habitée par des nomades, hein, par des peuples d'éleveurs nomades. Et donc il y a les routes de la soie aussi les routes de la soie qui passent dans ces régions. Et donc il y a un brassage culturel religieux très fort. Donc en effet, le fond, on pourrait dire les religions les plus anciennes, celles des peuples racines ou des peuples premiers locaux, de Bouriassie, des régions avoisinantes de Sibérie, sont donc apparentées à du chamanisme. Alors, vous pouvez nous rappeler ce qu'est le chamanisme? Alors, le chamanisme, à proprement parler, c'est la tradition ou les traditions des chasseurs-cueilleurs qui, en fait, renvoient aux relations entre les humains et les esprits animaux, hein, les esprits de la nature, si on peut dire. Donc, ça c'est le fond le plus ancien, et qui a été repris aussi par des religions plus pastorales, hein, donc liées au culte des ancêtres en particulier. Et surtout depuis que Gengis Khan, dont on va parler, qui est devenu la grande figure historique, le père fondateur de la nation mongole, si on peut dire, le culte de Gengis Khan aussi s'est intégré ou a pris une place centrale dans ce culte des ancêtres. Et tout ça sous le nom, au fond, de tangrisme, donc il y a un nom propre aux religions mongoles et qui renvoie au culte du grand ciel bleu. Donc, alors c'est quoi ce grand ciel bleu? Alors c'est, on pourrait dire, la façon mongole de parler du principe spirituel unique en quelque sorte. Hein. Je pense que ça renvoie aussi beaucoup à l'expérience vécue de ces nomades cavaliers, face à des espaces très vastes. Ce qu'il faut dire, c'est que le chaman est un intermédiaire entre le ciel et la terre. Donc d'une certaine façon, oui, entre l'invisible et le visible. Voilà. Et donc, on a du mal en fait à nommer cette religion populaire très mélangée, et où il y a donc de multiples influences. Et parmi ces influences, en effet, le bouddhisme va prendre la place la plus visible, on va dire, même si en effet le mélange reste présent et on a quelque chose. Il y aura une interfécondation. Une interfécondation, exactement, de l'ordre d'un syncrétisme, mais qui est très commun en fait dans ces régions. Et on pourrait dire au fond la religion de l'Asie, avant tout, c'est le mélange, c'est le métissage. Alors avec une dominante plus ou moins, alors en l'occurrence bouddhiste, mais il y a toujours le reste qui est présent aussi. Alors justement, le bouddhisme, parlons-en. Cette rencontre se déroule en 3 étapes.
principalement. Quelles sont-elles? On va les reprendre une par une ensuite. Hein. Alors en fait, c'est schématique, bien sûr, mais bon, on a 2000 ans d'histoire en fait à raconter, peut-être même un peu plus. La première grande étape, c'est en fait la plus difficile à décrire parce que c'est avant la mise en place d'États centralisés. C'est en fait la longue imprégnation mutuelle entre le bouddhisme qui circule dans ces régions et la culture mongole. Et en l'occurrence, il faut citer quelques-uns de ces peuples nomades qui ont marqué l'histoire. Les Xiongnu, par exemple, ne sont pas très connus en France, mais qui ont été un des peuples nomades qui ont marqué l'histoire chinoise, donc un peu avant l'ère chrétienne et jusqu'au 1er siècle de l'ère chrétienne. Et puis, par la suite, les Huns, par exemple, qu'on connaît un peu plus en France. Et il y en a beaucoup d'autres. Hein, donc, différents peuples nomades dont les noms changent au fil du temps, qui sont très difficiles à cerner. Et finalement, les Mongols seront l'un de ces peuples, ou l'un des noms que prendront ces peuples plus tard dans l'histoire. Et donc, on a une première phase, en effet, où sans doute l'aristocratie de ces peuples nomades s'intéresse au bouddhisme. Il y a des missionnaires qui traversent ces régions. Donc, on sait qu'il y a eu déjà quelques traductions, peut-être des... On est à quelle époque, là, Éric Vincent? Premier millénaire de notre ère. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, la deuxième phase, qui est plus facile à cerner parce qu'elle est plus située dans l'histoire. Et puis surtout, il y a un très grand personnage, je crois savoir. Il y en a plusieurs, mais en l'occurrence, c'est celle justement qui est liée à la mise en place de l'Empire mongol. Donc le grand personnage, on en a déjà parlé, c'est Gengis Khan, qui est le fondateur de cet empire. Là, on est dans les années 1200 donc le début du XIIIe siècle. Et c'est surtout, en fait, ses descendants, et en particulier Kubilai Khan, donc son petit-fils, est le fondateur de la dynastie Yuan, donc la dynastie sino-mongole, dans le dernier tiers du XIIIe siècle, les années 1270 par là et suivantes, qui va donc vraiment, lui-même, semble-t-il, en choisissant le bouddhisme comme sa religion personnelle, le bouddhisme Vajrayana, le bouddhisme tibétain, himalayen, qui va donc donner une importance particulière à ce bouddhisme et renforcer les liens entre la culture des élites mongoles et ce bouddhisme. Et la troisième phase, donc ce sera en gros à partir du XVIe siècle, XVIIe et les siècles suivants, jusqu'au XXe siècle, où en fait, peu à peu, le bouddhisme va vraiment s'enraciner, se diffuser. Donc c'est un très long processus, hein, sur plusieurs siècles et même millénaires, jusqu'à vraiment devenir la religion majoritaire du peuple mongol, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc on trouve des chiffres qui sont difficiles à interpréter, qui nous disent qu'il y aurait à peu près 50%, un peu plus de 50% des Mongols qui seraient bouddhistes. En fait, le bouddhisme est une composante fondamentale de l'identité mongole aujourd'hui. Et c'est très important de dire que c'est l'un des rares pays au monde à avoir le bouddhisme Vajrayana comme religion majoritaire. Ça, c'est vraiment un point clé. On va y revenir, hein, au bouddhisme aujourd'hui en Mongolie. Mais avant ça, il y a quand même l'épisode, j'allais dire, russe, hein, oui. au début du XXe siècle. Voilà. C'est-à-dire que donc on a eu ces trois phases qui montrent cette imprégnation progressive, jusqu'à faire de la Mongolie donc l'un des pays les plus marqués par le bouddhisme, hein, puisque au début du XXe siècle, alors on trouve des chiffres aussi qui ont une valeur indicative, mais qui vont nous dire qu'il y a entre peut-être 20% de la population qui est dans les ordres, hein, qui est soit moine, soit nonne. Donc un peu comme le Tibet ancien. Oui, non, ce qui est très conséquent. Extrêmement conséquent. À cette époque-là, on ne peut pas vraiment différencier la culture mongole du bouddhisme Vajrayana. Le régime politique local est une théocratie, entre guillemets. Donc, en tout cas, il y a la version mongole du Dalai Lama qui s'appelle le Bogdo Khan, on en reparlera peut-être, donc qui est une très haute figure du bouddhisme de l'école des Gelugpa, hein, des bonnets jaunes. Et donc ce modèle d'une société traditionnelle bouddhiste Vajrayana a été détruit violemment à partir des années 20 et surtout dans les années 30 et suivantes par la mise sous tutelle de la Mongolie à l'égard de la Russie stalinienne, et qui fait qu'en effet les persécutions religieuses vont prendre une ampleur catastrophique dans ce pays, jusqu'à quasiment éradiquer le bouddhisme, hein. Donc voilà, une longue imprégnation, un bouddhisme qui fleurit au cours des derniers siècles jusqu'au XXe siècle, et qui devient vraiment remarquable, hein, par son rayonnement, par sa fécondité, et puis une destruction extraordinaire, je dirais, au cours du XXe siècle. Alors, je me posais quand même une question, puisque vous l'avez évoqué en début d'émission. La Mongolie, c'est très, très vaste. Il y a des déserts, des montagnes, enfin bon.
Est-ce qu'on peut dire que le bouddhisme s'est imprégné partout dans ce pays? Ou est-ce qu'il y a certaines régions qui étaient plus propices au chamanisme? Ou est-ce que c'était vraiment, on trouvait des monastères, des temples? Alors, on trouve des monastères partout dans les régions, je dirais, où il y a de la circulation, parce qu'on a dit aussi qu'il y a à certains endroits un environnement très hostile. Il y a des très hautes montagnes, il y a des Oui, déserts, c'est des pour ça que je forêts, vous pose la voilà, il y a question. des Ah forêts oui. profondes. Donc, il y a des sanctuaires aussi, il y a des lieux, voilà, bien sûr, les grandes villes, bon, la ville qui est devenue la capitale maintenant, Ulaanbaatar, avait des grands monastères. Voilà, donc, ou plus exactement, les monastères se sont mis souvent le long des voies de circulation. On parlait de la route de la soie tout à l'heure, des routes de la soie, des routes commerciales. Et donc, les zones de peuplement humain se sont mis aussi aux mêmes endroits, ce qui fait qu'on a en effet dans, je dirais, les parties les plus urbanisées de Mongolie, qui est quand même un pays qui a été longtemps un pays de nomades, on avait les monastères bouddhistes présents à ces endroits-là, ces endroits stratégiques, on va dire. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le Bogdo Gegen. J'aimerais qu'on parle un instant du Dalai Lama avant de nous quitter, parce que finalement, il a eu aussi un rôle très important dans le bouddhisme en Mongolie, Oui. puisqu'il a éduqué ce Bogdo Gegen et surtout, il l'a reconnu. Alors en fait, déjà, donc, rappeler en effet que le titre Dalai Lama lui-même est en partie mongol. Hein. Le mot lama est un mot tibétain qui est la traduction du mot gourou, le mot sanskrit gourou. Mais le mot Dalai est un mot mongol qui signifie océan et qui montre là aussi l'interaction complexe entre le Tibet et la Mongolie et aussi bien sûr la Chine. On a un jeu très complexe entre ces trois entités, si on peut dire. Et donc en effet, les Bogdo Gegen donc, sont les troisièmes personnages du courant Gelugpa, de l'école Gelugpa, hein, après le Dalai Lama et le Panchen Lama, pour dire l'importance Oui, de tout à fait. cette figure. On dit le Bogdo Gegen, à un moment donné, était donc une sorte de roi, lui aussi. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelait Bogdo Khan ou Khan, hein, donc, comme un empereur, comme Gengis Khan et les autres Khan importants. Et après donc, la mainmise des bolcheviks sur la Mongolie, en effet, la reconnaissance du Bogdo Gegen a été problématique. Hein, donc, tout, comme on a dit, le bouddhisme avait été quasiment effacé. Et il y avait une sorte d'incertitude hein, sur la reconnaissance du futur Tulku, en fait, hein, du 10e Bogdo Gegen. Et donc, tout récemment, en mars 2023, le Dalai Lama a donc présenté, on peut dire publiquement, l'enfant qu'il a reconnu comme 10e de Bogdo Gegen, ce qui constitue en effet un événement, on pourrait dire, tant pour le bouddhisme tibétain que pour le bouddhisme mongol et la Mongolie en général. Nous reviendrons dessus la semaine prochaine. Éric Vincent, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Si vous souhaitez en découvrir plus sur ce pays extraordinaire, voici quelques livres. Bouddhisme de Mongolie, de Dominique Dumas, publié aux éditions Connaissance et Savoir. Cet ouvrage passionnant propose une réinterprétation des sources à travers une démarche rigoureuse et salutaire qui permet une meilleure compréhension des modes de fonctionnement de la société turco-mongole et une vision plus réaliste et cohérente de l'histoire de sa tradition bouddhique. Sagesse de Mongolie, de Galzan Tangan et Badbayar Jaler Dovdon, aux éditions Borealia. Les Mongols et le monde, le catalogue de l'exposition en cours jusqu'au 5 mai à Nantes, sous la direction de Marie Favroux, aux éditions du Château. Avec la présentation exceptionnelle d'objets issus des collections nationales de Mongolie, dont un nombre important de trésors nationaux, complété par l'apport d'objets venant des grands musées français et européens, l'exposition propose de découvrir l'histoire du grand empire de Gengis Khan et présentera des objets jamais montrés en Occident. Historia à grand angle, consacré justement à Gengis Khan, auquel a participé notre invité Éric Vincent. Ce dossier rédigé par les meilleurs spécialistes, dont la chercheuse française Marie Favroux, montre la formidable épopée de l'empereur mongol, bien loin de l'image traditionnelle du guerrier, assoiffé de sang, détruisant tout sur son passage. Et enfin, Sagesse bouddhiste le MAG, numéro 27, avec un dossier consacré cette fois au lien entre le corps et l'esprit. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous nous retrouvons pour la seconde partie la semaine prochaine et nous vous souhaitons une très, très belle journée. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter au nom de l'équipe de Sagesse bouddhiste et de l'Union bouddhiste de France de très belles fêtes de Noël, placées sous le signe de la paix et de la compassion. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour la suite de nos émissions consacrées à la Mongolie. Nous avons pu voir la semaine dernière l'histoire incroyable de ce vaste pays et sa rencontre avec le bouddhisme.
Nous allons nous arrêter plus précisément aujourd'hui sur le récent voyage de Sa Sainteté le pape François en Mongolie. La visite de François dans cet immense pays désertique du 1er au 4 septembre a constitué une première pour un souverain pontife. Si la proximité géographique du pays avec la Russie et la Chine n'y est pas étrangère, on peut se demander quelles sont les autres raisons de cette visite. Quels en ont été les temps forts? Qu'en est-il du paysage religieux de la Mongolie d'aujourd'hui? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite avec notre invité, Éric Vincent. Bonjour Éric. Bonjour Aurélie. Et un très bon Noël. Très joyeux Noël à toi aussi. Alors je rappelle que vous êtes docteur en philosophie politique, enseignant à l'Université catholique de Lille en anthropologie des religions et psychologie de la religion. Vous dirigez également l'Institut d'études bouddhiques. Alors Éric, la semaine dernière, on s'est arrêté au moment où les bolcheviks ont envahi la Mongolie. On a vu le désastre que ça a pu être, aussi bien pour les Mongols que pour la tradition bouddhiste. Aujourd'hui, on en est où? Alors en fait, depuis le début des années 90, donc la chute du système soviétique, la Mongolie est devenue un État véritablement indépendant, dans une région quand même complexe du point de vue géopolitique, donc pris entre deux géants qui ont des visées impérialistes, la Russie d'une part et d'autre part la Chine. Et donc la Mongolie essaye d'être une démocratie, de se moderniser sans perdre en même temps son identité et au contraire en gardant sa spécificité au fond entre donc ces deux grands systèmes que sont d'une part la Chine et d'autre part la Russie. Et donc il y a aussi un régime de liberté religieuse, de liberté d'opinion, qui tranche aussi pas mal avec ce qui peut se passer chez les voisins. Donc, toutes choses qui font que c'est un espace particulièrement important pour cette région et pour le monde aussi, entre donc ces deux géants, d'avoir cette sorte de fenêtre que constitue ce grand pays en termes de kilomètres carrés, mais en même temps un petit pays en termes de population, puisqu'il y a à peu près 3 millions de Mongols, en tout cas en Mongolie indépendante, puisqu'il y a des Mongols en Russie, des peuples mongols, et aussi en Chine, ce qu'on appelait la Mongolie intérieure. Mais pour ce qui est de la Mongolie indépendante, voilà, c'est en effet un endroit donc important d'un point de vue géopolitique, géostratégique. Ce qui explique pourquoi elle est en ce moment complètement sous le feu des projecteurs. En partie, tout à fait, oui. Il y a eu donc un voyage du président Emmanuel Macron sur place, qui était une première aussi historique. Et puis en effet, le voyage de Sa Sainteté le pape François, qui est aussi une première historique et qui montre en effet que les projecteurs se braquent sur ce pays. Alors, avant de revenir sur cette visite du pape François, j'aimerais que vous me disiez un mot des liens entre le christianisme et le bouddhisme, parce qu'en Mongolie, le bouddhisme mongol, comment est-ce que tout cela a évolué ? Alors en fait, d'abord, on avait souligné dans la précédente émission que donc il y a un brassage de religions incroyable dans cette région, et le christianisme en était parti. Il y avait le christianisme nestorien venu de Perse, il y a le christianisme orthodoxe qui est venu avec l'influence russe. Il y avait des catholiques aussi. Donc il y a, par exemple, dans l'histoire, un certain nombre notamment des femmes de Khan, de princes mongols, certains princes eux-mêmes qui étaient chrétiens ou qui avaient une éducation chrétienne. Pour dire que donc il y a déjà des liens anciens, même si le christianisme n'a jamais été la première religion dans ces régions, il était présent. Ensuite, il y a eu aussi des rencontres marquantes entre des chrétiens et des Mongols, ou en tout cas des habitants de ces contrées. Bien sûr, on pense à Marco Polo, donc au Moyen-Âge, qui était un marchand, mais qui avait des liens, bien sûr, avec le christianisme, et surtout avec, pour le coup, des missionnaires. Le plus connu est sans doute Guillaume de Rebruck. On a aussi Jean de Plancarpin, donc des franciscains, qui ont fait des voyages à la cour des Khan et qui ont rappelé, en fait, dont les écrits témoignent de la rencontre des religions dans ces contextes et de la dimension tolérante, au fond, des cours des grands empereurs mongols. Et il y a eu des influences, du coup, réciproques. Alors, des influences réciproques, sans doute, qui sont bien sûr difficiles à discerner. Mais le fait est, je pense que le voyage du pape dans cette Mongolie actuelle renoue quelque part le fil avec ce passé lointain, ce passé médiéval, donc d'échanges, de dialogues, d'intérêts mutuels. Alors, quels ont été les différents temps forts de cette visite du pape François en septembre dernier ? Alors, donc voilà, visite pendant 4 jours, donc du 31 août au 4 septembre. Qui a été vraiment placé sous l'égide de l'espérance. Le thème de la visite pontificale, c'était « Espérer ensemble ».
Donc déjà, ça fait sens, bien sûr. Hein. Espérer par rapport, je pense, justement, à la situation géopolitique complexe dont on a parlé tout à l'heure. Espérer aussi parce que le pape a rendu visite à l'une des plus petites églises du monde, église catholique du monde, hein, puisqu'elle a quelques centaines de membres, autour de 2000 membres, 1500 membres. Bon. Donc vraiment une église minuscule. Et donc le voyage du pape était placé sous l'égide aussi de la défense de la liberté religieuse. Hein. On sait que c'est un des thèmes qui préoccupe le Saint-Siège et aussi, je dirais, tous les leaders religieux et humanistes, au fond. Hein. Donc défense de la démocratie, défense de la liberté religieuse, défense de la paix, bien sûr, hein, dans ce contexte géopolitique complexe. Quand on voit les tensions qui existent du côté du Tibet, du côté du Xinjiang chinois et des Ouïghours, du côté de Taïwan, du côté de l'Ukraine, pour ce qui est de la Russie. Donc le voyage pontifical est à considérer avec tous ces enjeux pour en fait à la fois encourager les chrétiens locaux, les catholiques en particulier, encourager sur le dialogue œcuménique et interreligieux sur place, marquer aussi l'importance de la compassion, hein, puisqu'en effet l'un des thèmes... D'ailleurs, il a créé la Maison de la Miséricorde. La Maison de la Miséricorde, exactement. C'est-à-dire que Sa Sainteté le Pape, sur place, a bien sûr eu des temps de rencontres avec les autorités du pays, autorités politiques et culturelles, mais il y a eu aussi comme temps fort, en effet, la rencontre des travailleurs dans le domaine caritatif et la création de cette Maison de la Miséricorde, qui est bien sûr ouverte à toutes les personnes qui en ont besoin, quelle que soit leur religion ou leur non-religion. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint cette vertu de la compassion qui est très présente dans la tradition bouddhiste aussi. Exactement. Donc il y a aussi cette communauté en fait d'intérêts, de principes, enfin de valeurs du côté de ces deux grandes religions. Pour l'amour-compassion, le fait de ne pas séparer l'amour-compassion de la recherche de sagesse, de sainteté, hein, de considérer qu'au fond c'est la même chose, hein, c'est inséparable. Et je pense que c'est important de signaler aussi que c'est donc la première fois qu'un pape allait dans cette région, mais quand on considère les voyages pontificaux depuis Jean-Paul II, on voit que le nombre de voyages vers des pays d'Asie, vers des pays bouddhistes, augmente. Hein. Le pape François est celui de tous les papes qui allait le plus souvent dans des pays bouddhistes. Et là, je crois que ça montre aussi l'importance, en effet, de ces relations christiano-bouddhiques qui se développent, en fait, et auxquelles donc le Saint-Père accorde de l'importance, et aussi, bien sûr, les autorités bouddhiques, notamment mongoles, mais plus largement des différents pays. On peut penser d'une certaine façon que si le pape est allé en Mongolie, c'est un peu comme s'il était allé rendre visite aussi au Dalai Lama. Bien sûr, le Dalai Lama, c'est intéressant de le préciser. Voilà, il ne peut pas aller le visiter au Tibet et pour cause, mais d'une certaine façon, donc la Mongolie, qui est ce grand pays appartenant à la tradition bouddhique Vajrayana, eh bien le pape lui a rendu hommage et en lui rendant visite, et dans l'idée là aussi de favoriser ces échanges mutuels, cette rencontre, ce dialogue christiano-bouddhique. Alors, le pape n'a pas été qu'en Mongolie au mois de septembre. Il s'est rendu aussi à Marseille. À Marseille, en France, exactement. C'est un hasard? Je pense en fait qu'on peut considérer ces deux voyages, donc l'un au début du mois de septembre, l'autre à la fin, comme faisant un ensemble en quelque sorte, comme faisant un couple. Hein. En effet, il y a cette visite vers les périphéries extrêmes de l'Église catholique et une périphérie par rapport à notre Europe, évidemment. Hein, donc cette lointaine Mongolie, la rencontre aussi des religions non chrétiennes, en l'occurrence du bouddhisme. Et puis Marseille, c'était la rencontre au fond des périphéries chez nous, en quelque sorte. Hein, la Méditerranée, bien sûr, la rencontre entre les monothéismes et l'accueil, cette fois, à la miséricorde pour les personnes en difficulté ici, à commencer par la figure du réfugié, du migrant. Donc là, on voit que ce sont des choses qui tiennent à cœur, bien sûr, au pape François, et que, là encore, le lointain et le prochain sont liés. Alors, il y a une autre visite qui a été importante en Mongolie cette année, on en a parlé tout à l'heure, c'est la visite du président Macron. Oui, ben là, je pense que c'est à voir aussi avec cette dimension géopolitique. Hein. Bien sûr, le religieux et le politique ont des liens très forts, hein, on le sait tous. Et en l'occurrence, il y a un intérêt, en effet, des puissances occidentales pour la Mongolie. La Mongolie elle-même cherche des soutiens, des appuis. Et on dit que les élites mongoles et le gouvernement mongol développent ce qu'on appelle la politique du troisième voisin. De quoi s'agit-il? Alors, voilà, les deux grands voisins historiques, pour le pire et pour le meilleur, que sont la Russie et la Chine. Et le troisième voisin, en fait, c'est le reste du monde. Hein. Et notamment, par exemple, la France, hein, ou l'Europe, l'Union européenne. Et aussi le monde catholique, le monde chrétien.
hein, qui sont donc, voilà, à la fois, on a rappelé ces liens anciens, mais en même temps, bon, bien sûr, qui sont peu nombreux dans ces régions. Et là, on a eu affaire, en effet, à un temps fort de rapprochement. Et je pense une chose qui m'a frappé aussi, c'était le fait que, d'une certaine façon, que le pape François aille en Mongolie et rendre visite aux quelques centaines de catholiques locaux, ça faisait penser aussi au voyage de sa sainteté le Dalai Lama dans les pays occidentaux, ou au voyage de Kalo Rinpoche ou Oui, du Sian Karmapa. Au début de l'implantation du bouddhisme, exactement. Et donc là, il y a aussi une sorte de symétrie, hein, dans l'idée, au fond, que c'est précieux qu'il y ait la liberté religieuse partout et qu'il y ait, par exemple, des chrétiens dans des pays de tradition bouddhique et aussi des bouddhistes dans des pays de tradition chrétienne ou musulmane ou juive ou autre, parce qu'on a tous besoin de cette diversité et de s'enrichir mutuellement de nos différences. Et alors vous, aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir de la Mongolie? Il y a une très belle exposition à Nantes. Oui, alors donc il y a aussi le côté culturel qui est mis en avant. Bien sûr, et qui souligne aussi ces échanges et ces liens entre la France et la Mongolie. Moi, donc la chose qui m'a le plus frappé dans le fait d'approfondir cette histoire de la Mongolie et de son lien avec le bouddhisme, c'est de voir comment ces peuples des steppes, qui ont eu un rôle très important dans l'histoire et qui ont régulièrement été dans une figure quand même pour le moins ambiguë, c'est-à-dire avec beaucoup de destruction, quand même des poussées d'invasion avec des grosses destructions. Eh bien, ce cycle, hein, qu'on avait vu avec les Xiongnu, avec les Huns, avec les Mongols, avec d'autres peuples encore, c'est en fait achevé à partir du moment où la Mongolie est, j'allais dire, vraiment en profondeur devenue bouddhiste. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui donne à penser aussi. C'est-à-dire que parfois, on se demande quelle est l'importance, la contribution historique du bouddhisme à l'histoire du monde. Et là, on a une contribution absolument considérable d'avoir pacifié ce peuple mongol conquérant et parfois destructeur. Bien sûr, c'est schématique ce que je dis, hein. Il y a beaucoup d'autres causes à prendre en compte, des phénomènes complexes. Le fait que le bouddhisme a été utilisé aussi par les empereurs chinois, justement pour domestiquer les Mongols, en quelque sorte. C'est pas simple. C'est pas simple, mais en tout cas, si on regarde la grande image, on peut considérer que d'un pays marqué par des violences et par des conquêtes successives, on est passé à un pays très religieux, qui a certes subi des persécutions, mais qui aujourd'hui voit renaître un intérêt pour le bouddhisme et pour les différentes religions. Et j'espère que ça augure d'un avenir meilleur pour nous tous. Alors, juste une dernière question concernant le Bogdo Gheghen. On l'a vu, donc il a été reconnu par le Dalai Lama, très récemment d'ailleurs. Il l'éduque aussi, c'est ça? Alors oui, le Bogdo Gheghen, donc jeune enfant tulku, hein, renaissance du 9e Bogdo Gheghen, va en effet, autant qu'on sache, parce que c'est une question assez, non pas secrète, mais en tout cas discrète, hein, il faut le protéger, cet enfant, bien sûr. Et donc, il est censé être éduqué sans doute à Dharamsala, auprès du Dalai Lama, probablement. Autant qu'on puisse le savoir pour l'instant. D'accord, et donc ce sera la grande figure... Une des grandes figures, là-bas. Voilà, et avec aussi un enjeu très important parce que traditionnellement, c'est l'une des figures qui peut être aussi amenée à se prononcer dans la question de la renaissance du 15e Dalai Lama, de la reconnaissance du futur Dalai Lama. Et donc là, on voit aussi les enjeux, bien sûr, spirituels et religieux propres au bouddhisme, mais beaucoup plus largement des enjeux politiques et géopolitiques liés à cet avenir. Merci infiniment pour tous ces éclairages, Éric Vincent. Merci. Et encore un bon Noël. Merci. Pour continuer ce beau voyage en Mongolie, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tibet-Mongolie, grand récit de voyageurs sur les routes interdites d'Emmanuel Michel chez Editis Éditions. Sagesse de Mongolie de Galzan Tangan et Badbayar Jaler Dovdon aux éditions Borealia. Et enfin, je vous rappelle l'excellent livre de Dominique Dumas, Bouddhisme de Mongolie aux éditions Connaissance et Savoir. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France.tv. Merci pour votre fidélité. Nous vous souhaitons à nouveau de très belles fêtes de Noël.